messieurs, petit problème technique. Ça fait rien, on va se la faire comme ça. Mesdames, messieurs, bonjour, mesdames, messieurs, les ministres, mesdames et messieurs, chers toutes et tous, en vos grades et qualités, très heureux de vous accueillir dans cette belle ville qui est Tanger, ville aux confluences de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, ville où les cultures se rencontrent, où les civilisations dialoguent, où le monde de demain, aujourd'hui plus que jamais, se dessine et se décide. Avant de commencer, peut-être quelques mots de remerciement pour exprimer ma gratitude la plus sincère, d'abord à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et lui prête longue vie, à toutes les parties prenantes, institutions qui ont rendu cet événement possible, et à toute l'équipe des Meddays, sans qui rien n'aurait été possible. Pour entamer cette discussion, ce dialogue qui s'annonce ô combien pertinent, petit changement de micro, j'aimerais peut-être poser un peu de contexte pour qu'on puisse peu ou prou mieux comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Et je commencerai par paraphraser l'un des hommes pour qui l'Afrique n'avait plus aucun secret, le grand chinois Achebe, qui disait de son temps « Tant que l'Afrique ne maîtrise pas son récit, ses ressources et son destin resteront toujours écrits ailleurs ». Dans un contexte où plus de 40% des réserves mondiales d'or sont présentes en Afrique, 60% du cobalt mondial, 80% du coltan et 30% des ressources minières à l'international, le continent ne capte que 3% de la valeur ajoutée de ses ressources. En guise d'exemple, le cacao représente près de 40% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire, mais lorsqu'une tablette de chocolat est vendue pour l'équivalent de 3 € à Paris, à Lausanne ou à Londres, seulement 6 centimes sont perçus par Abidjan. Et c'est donc de ça qu'on va discuter, si vous me le permettez, mesdames et messieurs, avec nos 3 panélistes. And I will start with you, Your Excellency, Minister and Professor David J. Francis. You are one of the most influential public figures in Sierra Leone for the last decade. The first chief minister appointed, later foreign minister, and a central actor in shaping your country's governance and international posture. Your work sits at the crossroads of diplomacy, governance, and peace building, and today your perspective will help us understand how stability, policy, and regulation can better protect the natural resources in our continent. It's an honor to have you here, Your Excellency. Et à vos côtés, pour alimenter cette discussion qui s'annonce ô combien passionnante, Madame la Ministre, Madame Elisabeth Moreno, femme d'impact, ancienne ministre française en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous avez bâti une carrière internationale exemplaire et remarquable. Née au Cap-Vert, élevée en France, vous avez dirigé des organisations mondiales telles qu'Orange, Dell, Lenovo ou Packard, avant de prendre aujourd'hui la tête de Ring Capital et de Ring Africa, où vous portez une vision exigeante qu'on peut d'ailleurs résumer en une idée force, inspirer une nouvelle génération de leaders capables d'allier ambition, inclusion et impact pour construire un avenir plus juste et plus durable. Vous nous apporterez aujourd'hui matière à réflexion pour comprendre comment le continent peut faire de ses ressources non seulement un levier économique, mais aussi et surtout un moteur d'équité, d'innovation et d'émancipation sociale. Merci d'être là, Madame la Ministre. Et avec vous, with you, we have the honor to have also, last but not least, Andreas Kramer. You are one of Europe's leading thinkers on environmental governance and sustainable resource policy, founder and director of the Ecologic Institute in Berlin, senior fellow at the Center for International Governance Innovation and chair of the Smart Energy for the Europe platform. You have spent more than 3 decades shaping global debates on energy, climate, oceans, and natural resources management. Across Europe, North America, and Africa, you have advised governments, investors, and international institutions. Your perspective will materialize today this question that is essential: how Africa can secure sovereignty over its natural wealth in order to reach stable development. Pour commencer cette discussion qui s'annonce passionnante, maintenant que les présentations sont faites, mesdames, messieurs, je vais commencer par vous, votre Excellence, monsieur le ministre David J. Francis.
Can you give us a small introduction of the context in order to understand more the condition of Africa in this time? Well, thank you very much, moderator. Let me start off by setting the context, and to do so, let me just give a couple of points. Firstly, Africa has emerged as the new center for the scramble for the global commodities race. This is obvious, and we've seen that in terms of the intensification of the geopolitical competition for Africa's strategic mineral resources, critical minerals, and rare earth. We've seen the role of China, the United States, European Union member states, Russia, etc., all of them scrambling for Africa's abundant strategic mineral resources. So that is one. The second point I want to make in terms of setting the context is that we all know that Africa doesn't set the global market prices for its abundant natural resources. They are determined by external actors. So the global market price and even the new and emerging global commodities race is determined by external actors. And if it's determined by external actors, it has two implications. One, it means that Africa has limited say in the global market arena for its own abundant strategic mineral resources. Secondly, it constrains African countries in terms of the exercise of their economic and fiscal sovereignty over their own abundant resource wealth. The third point I want to make, and this is important, 140 years after the infamous Berlin Conference that partitioned Africa, nothing much has changed in terms of safeguarding Africa's sovereign control over its abundant resource endowment. In fact, what we know is that in terms of the International Division of Labor, and that is International Division of Labor, that is the economics, International Division of Power, that is politics, nothing has changed. Africa still remains to be, to use the biblical phrase, hewers of stones and drawers of water. In other words, Africa primarily produces raw materials for export. So if this is the case, then it has very serious challenge. So this is the context. But let me leave with a very positive development that is happening, and I think it's important. Something new is happening in the continent today, in the sense that we see the emergence of African states, not all of them, some African states, liberal, progressive African states, who are taking advantage of the opportunity to have control over their own natural resources, but also to demonstrate some level of regaining control for their resource sovereignty. And let me give you some illustrative examples. You may agree or may not agree, but first example, that is the alliance of Sahelian states, especially the military regimes in Burkina Faso, in Mali, and of course in Niger. What these countries are doing is to regain control for their, in terms of sovereign control for their own abundant natural resources in the area of gold and uranium in particular. And of course, Madam Minister, you will be familiar with what is happening in those regions. These countries are challenging and trying to regain control for their sovereign control of their own resources against the French colonial and post-colonial control of these abundant resources. So that's one example. The second example I have to give is that's the case of Angola and Botswana. These are leading diamond-producing countries. They have now started a new process to acquire 85% of the Anglo-American shares in De Beers. De Beers, we know, is the global diamond magnet and conglomerate. What they are saying, they want to have or regain control, sovereign control over their vast and abundant diamond resources.
So that is new. These are illustrative examples. Let me give you a final example. Tanzania. Despite the recent post-election violence, etc., this year alone, Tanzania has been able to generate $1 billion from the increase and control over its mineral products. That is new. So what is the solution? I am of the view that despite all these new developments, they are not enough at all. The solution is that until across the continent, and in particular the Pan-African Union, the African Union itself, is able to encourage African member states and use the G20 Africa Compact framework, and I'm sure you are familiar with all of that, to develop a Pan-African natural resource policy that demands the following. 1, transform mining into industry. That's important. 2, no raw materials leave Africa. They only leave Africa as finished products for export. 3, that all of these must be based on in-country, intra-regional, continental, value addition, and beneficiation, and all the benefits that go with that one. And let me give you an illustrative example just to conclude. Sierra Leone is a small country, strategic abundant resources. Because of this 3 billion Chinese investment in the iron ore industry, Sierra Leone and the leadership of Sierra Leone has used that as an opportunity to see to what extent they can transform the iron ore mining into steel industry for domestic consumption and for export. And one of the things that I did as foreign minister was to be able to lead on the negotiations to make sure that we take ownership of what we want to happen. $3 billion is huge, but it's not much. In one of the concessions alone in Sierra Leone, one of the concessions in the northern parts of the country, we have about 12.8 billion metric tons of ore reserve. If you take the current market price of that, the current market price is $105 per ton. So times 12.8 billion, so that is $1.344 trillion. Come on. You invest 3 billion, but you are sitting on the gold reserve, on the reserve of $1.3 trillion. So this is where African leadership is very important. I thank you. Merci, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir hein, en guise d'introduction. Thank you so much, Minister. Merci, monsieur le ministre. Vous nous avez planté le décor. Et je vais me tourner vers vous, Madame la ministre, Madame Moreno. Monsieur le ministre, Francis nous a beaucoup parlé d'équité et beaucoup parlé de comment l'Afrique pouvait regagner sa place dans le concert des nations. Vous, votre parcours est celui d'une passerelle constante entre continents d'abord, entre secteurs ensuite et entre monde industriel et politique. La question que j'aimerais vous poser, moi, à juste titre, c'est comment faire en sorte que l'exploitation des ressources naturelles ne soit pas seulement une affaire de minerais, pas seulement une affaire de capitaux, pas seulement une affaire de marché, mais aussi une affaire d'équité, de justice sociale, de leadership féminin et aussi et surtout un enjeu de formation et d'opportunité pour la jeunesse africaine. Merci pour cette question qui pourrait nous prendre à peu près 6 mois à développer, mais je vais essayer de réduire ça en quelques mots. Et je trouve que Monsieur le ministre a assez bien planté le décor, comme vous dites. Et en préparant cette séquence, je me suis posé la question de savoir comment j'allais pouvoir d'abord dire des choses qu'on n'a pas dites et redites des millions de fois, parce que nous savons que le continent africain est l'un des continents les plus riches de la planète en termes de ressources naturelles, mais on continue en 2025, fin 2025, à faire le constat qu'il est aussi le continent qui n'en bénéficie pas. Et donc, s'il n'en bénéficie pas, sa population n'en bénéficie pas, ni les hommes, ni les femmes, ni les jeunes, alors même
que 60% de la population active mondiale, allez, entre 15 et 25 ans, d'ici 2050, sera sur ce continent, ce qui peut être à la fois une magnifique opportunité, mais un véritable drame si on n'arrive pas à rééquilibrer ces injustices. Et j'ai pensé que j'allais développer mon propos autour de 3 mots. 3 mots qui me semblent résumer assez bien la situation et qui peuvent peut-être permettre que dans 10 ans, nous n'ayons pas encore ce genre de panel où nous continuons de faire les mêmes constats. Et le premier mot, c'est valeur. Le deuxième mot, c'est pouvoir. Et le troisième mot, c'est alliance. Permettez-moi de commencer par la notion de valeur. Et si je commence par les valeurs, c'est parce qu'il y a sur notre continent l'un des paradoxes les plus frappants et les plus absurdes que je connaisse économiquement. Nous détenons environ 40% des ressources minérales mondiales, mais nous captons moins de 5% de la valeur créée par ces ressources. Plus absurde, tu meurs. Et en vérité, si on détient moins de 5% des valeurs créées par ces ressources, ça veut dire que c'est comme si en fait on possédait l'or, mais qu'on laissait à d'autres la possibilité de vendre les bijoux qui découlent de cet or. Et donc, si on n'apprend pas à capitaliser sur ces ressources, ça veut dire quelque part qu'on délègue aussi à d'autres pays dans le monde à la fois nos emplois, nos technologies, mais aussi ni les jeunes ne peuvent profiter de notre capacité à créer de la valeur. Et pour moi, sanctuariser cette valeur, ça veut dire qu'on doit commencer à produire et à transformer sur notre continent, parce que trop souvent, on exporte la matière brute et par conséquent, on ne peut pas bénéficier de ces avantages. Il faut évidemment, pour en tirer des bénéfices, développer les infrastructures non seulement énergétiques, mais aussi logistiques. Et ça, aujourd'hui, c'est un sujet qui est de notre responsabilité et dont nous ne tirons pas le meilleur. Il faut pouvoir imposer la transparence contractuelle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contrats restent opaques. Et ça, c'est la responsabilité de personne, mais de notre gouvernance, de nos gouvernances nationales. Il faut qu'on arrive à faire respecter la question du principe de simplicité, de transparence, d'ouverture sur les sujets qui nous concernent. Et trop souvent encore, je rencontre des Africains qui disent « mais en fait, nous, notre destin ne nous appartient pas, parce que ce n'est pas nous qui créons nos contrats, ce n'est pas nous qui les développons. Et donc, tout ça nous échappe. On ne comprend pas trop ce qui nous arrive dans nos propres pays. Et je crois que la richesse africaine, tant qu'elle ne bénéficiera pas aux Africains, en fait, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai la chance de présider un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Capital. Et s'il y a un sujet qui reste extrêmement opaque, c'est le financement. Le nombre d'institutions financières que je rencontre et qui me disent « nous déversons des millions sur le continent africain, mais nous n'en voyons pas les résultats ». Et quand je vais parler aux jeunes qui créent les startups, qui créent les SMEs, qui créent les PME, quand je vais parler aux femmes qui, je le rappelle, constituent plus de 25%, s'il y a un continent sur cette terre où les femmes entreprennent, c'est bien le continent africain, parce que pour elles, ce n'est pas une question d'investissement ou d'entrepreneuriat pour faire joli, c'est une question de survie. Beaucoup d'entre elles vont nourrir leur famille le soir avec ce qu'elles gagnent dans la journée, et donc elles sont obligées d'entreprendre pour survivre. Et beaucoup de ces femmes vous disent « mais moi, je ne vois pas un seul franc CFA, je ne vois pas un seul copec, je ne vois pas aucun... Enfin voilà, je ne vois pas cet argent qu'on me dit qui arrive sur le continent africain. » Donc tant qu'on n'arrivera pas à créer de la valeur sur le continent, tant qu'on n'arrivera pas à embarquer dans cette création de valeur ceux et celles qui en ont le plus besoin, en fait, on n'y arrivera pas.
Le deuxième mot que je voulais développer, c'est le pouvoir. Est-ce que les Africains ont le pouvoir de leur destin? On peut aujourd'hui se poser encore la question. Si les Africains ont l'impression que leurs élections leur sont volées, s'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas produire et consommer africain, s'ils ont le sentiment que nous avons les ressources dont la planète a besoin pour l'une des transformations digitales les plus importantes que nous ayons connues aujourd'hui, et je ne parle pas que de l'IA, s'ils ont le sentiment que tout cela leur échappe, quelque part, ils ont aussi le sentiment que leur destin leur échappe et qu'ils n'ont pas le pouvoir de construire et de créer leur avenir. Et je crois qu'il est temps de commencer à assumer le fait qu'un continent de 54 pays, d'abord, ce n'est pas facile de trouver des points de convergence communs pour développer un continent de 54 pays. L'Europe ne s'est développée au point où elle en est aujourd'hui qu'à partir du moment où elle a décidé d'avoir des politiques économiques communes, quelques-unes culturelles. Mais il faut comprendre que l'Afrique, ça n'est pas un pays, c'est 54 pays, c'est plus de 2000 dialectes, c'est plus d'1,4 milliard de personnes. Comment est-ce qu'on peut nous reprocher de ne pas réussir à faire ce que d'autres pays dits plus développés que les nôtres n'ont pas réussi à faire? Donc je crois que tant qu'on n'arrivera pas à rassembler nos voix, tant que l'Union africaine ne parviendra pas à nous montrer que nous sommes plus forts ensemble que isolés, en fait, on n'y arrivera pas. Et je crois que sur cette question de sanctuarisation du pouvoir, il faut que nous apprenions à négocier en blocs régionaux. Aujourd'hui, on est encore trop éparpillés. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à avoir une vision commune de ce continent. Et il y a plein de pays qui partagent toutes ces richesses naturelles dont nous disposons, mais si nous n'avons pas une stratégie commune, un pays comme... Moi, je suis née aux îles du Cap-Vert. C'est l'un des pays les plus petits du continent africain. Comment le Cap-Vert peut peser tout seul sur l'échiquier mondial? En revanche, si le Cap-Vert est dans des zones comme la ZLECAf, là, notre voix est entendue parce que la politique, c'est une question de rapport de pouvoir et ce rapport de pouvoir, nous ne pouvons le construire qu'en étant ensemble. Si on n'arrive pas à créer des normes africaines sur, par exemple, l'extraction et la transformation responsable de nos ressources, on n'y arrivera pas. Si dans certains pays, c'est sauvage et que le meilleur gagne, comment est-ce qu'on peut y parvenir? Alors que nous serions capables, rien qu'en rassemblant une dizaine de pays ensemble, nous serions capables de peser sur la manière dont nous créons nos chaînes de valeur, sur la manière dont nous travaillons sur les transformations stratégiques, sur les questions des batteries. Le Maroc l'a fait. Il y a d'autres pays qui ont réussi à le faire. Les questions d'hydrogène, les questions électroniques, on n'en parle pas suffisamment, mais la transition énergétique, on n'arrivera pas à la faire sans un pays comme le Congo qui a les moyens aujourd'hui d'électrifier des centaines et des centaines de pays, mais pas les nôtres. Le Congo a des barrières hydrauliques qui lui permettent d'électrifier la moitié du continent, mais ses enfants font leur devoir encore aujourd'hui à la faveur de bougies. C'est d'une incohérence qu'on a du mal à expliquer. Donc je crois que s'unir pour construire des choses que nous ne pouvons pas construire seuls, c'est un autre enjeu qui est absolument fondamental. Et puis les alliances. Et je terminerai par là. On est dans un monde global. Ça n'a échappé à personne. On est dans un monde où, pendant longtemps, le continent africain a dépendu des pays du Nord pour se développer, pour croître, pour construire, pour fabriquer, pour innover. Mais on arrive à un moment extrêmement intéressant où des solutions du Sud sont en train d'influencer le Nord. Quand on voit ce que le Kenya a réussi à faire, et on prend souvent ces solutions de mobile money créées au Kenya et qui vont dans le Nord, mais il y a
pléthore de solutions aujourd'hui qui naissent dans les pays du Sud et qui vont être très utiles aux pays du Nord. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, à elle toute seule, est un laboratoire de défis et d'enjeux colossaux, réchauffement climatique, problèmes énergétiques, les questions d'inégalité explosive, les questions démographiques extrêmement importantes. Il y a des choses dans les pays occidentaux dont nous avons besoin, et il y a des choses dont les pays occidentaux ont besoin du continent africain. Et je ne parle évidemment pas que des ressources naturelles, je ne parle pas que des ressources humaines, je parle de cette intelligence que nous pouvons avoir à créer des solutions avec des bouts de chandelle. Nous connaissons le manque et le besoin de courage pour créer des solutions en partant de rien. Les pays occidentaux aujourd'hui vont se retrouver dans cette situation où, parce qu'il y a de moins en moins de moyens financiers, parce qu'il y a de moins en moins, eh bien, ils vont devoir aussi apprendre à faire ce que nous faisons depuis longtemps. Donc je crois que la manière la plus intelligente de penser l'avenir dans un contexte de crise accumulée, crise politique, géopolitique, sociale, climatique, et j'en passe et des meilleurs, la meilleure manière de faire pour ne pas oublier ceux qui en ont le plus besoin, c'est de travailler sur des solutions communes. Merci Madame la Ministre. Oui, je pense que ça s'applaudit chaleureusement. Madame la Ministre, vous nous avez planté le décor, vous nous avez donné matière à réflexion sur ces enjeux ô combien importants. Et vous avez terminé votre plaidoyer en parlant des succès ou des potentialités de succès qu'on pouvait connaître ici sur le continent africain. Donc je vais me tourner vers vous, Monsieur Cramer, Mr. Cramer. We've discussed the obstacles, we've discussed the bottlenecks, but there are also success stories across the continents, across different countries, across different regions that have managed resources to turn it into real development outcomes. From your international perspective, could you share us and could you share with us some concrete examples where resources management has led to value creation, industrial growth, and greater sovereignty, whether in Africa or abroad? Thank you for inviting me here. This is a subject that is deep to my heart. I'm wearing the miner's tie because I come from a mining family. And speaking about mining, extraction of natural resources and creating wealth out of that is something that you can invite a German engineer to speak about who comes from a mining family. But I do not think that I have just good stories. Because if you look at history, yes, in the human history, from the Stone Age to the Bronze Age to the Iron Age, there were always successful developments, better than the civilizations before, partly because they created the harder metals and therefore the better weapons, and they could overcome the other technologies, and that is how they spread. So historically, you can say that whoever had the best mining, but then also the best metal processing, actually succeeded in dominating their neighbors and creating empires. In modern times, it's slightly different. When we look at the history of industrialization, which is a history of resource extraction and processing, it started essentially in modern times in the United Kingdom with coal mining, but also with ore mining, but the industrialization happened with coal mining. And yes, you can say today that the countries in succession first started in the United Kingdom, it continued in Belgium, then came Germany, then came Poland. All of these countries historically were successful in building up an industrial base on the basis of their mining base. So they started with mining, then they did the processing, and then today in Germany we don't do mining anymore, almost finished it, but we still make good cars. We still make good machinery. So it has translated into an industrial strength in the processing of materials that we no longer mine ourselves. You can regard that as a success story. You can also see that Germany's went in the wrong direction in various ways. When you look at the global picture, outside of the countries that historically have developed into high levels of developments, you call it, through industrialization and created stable regimes to sustain their own governance, their own statehood, their own societies.
When you look apart from that, there are very few good examples. So bad, actually, is the experience that you find amongst political scientists as well as economists, and the field in between, which is called political economy. You have different concepts that explain why it fails. It's rent-seeking, leading to power games rather than development outcomes, leading to corruption rather than fair sharing. They call it the resource curse. And if you want to find out more about it, Google resource curse, and you find literature from the fields of those fields over the last 40 years or so, and explains to you the dynamics, why it is really sometimes bad for a country to suddenly find ample resources, because it changes the power relationships within the country, which is then actually working for the detriment of development of society. And I hear all the good intentions that African countries have, and I admire them and applaud them, and I wish them all the best. The idea of banning the export of unprocessed ores and minerals, forcing value added to be created on the continent of Africa, it will work. I hope. It has worked in other countries, in Europe, in North America, but also in Japan, for example. It has worked in other countries, but it will not work in Africa country by country. It needs regional cooperation because, as you said, Madam Minister, some of the countries are too small to create the critical mass that you need to have for capital accumulation, for the building up of the value chains, for the integration of all of this into an innovation and knowledge system that can actually deliver development. Many of the countries are too small, and I encourage you to build regional cooperations along transport corridors, along affinity of language or of culture or some other criteria. That's up for Africans to decide, but it won't work country by country. When we look at what happens typically, and let's take fishing. Who signs the fishing license for Chinese or Spanish trawlers fishing the fish, including in the exclusive economic zone, but perhaps also outside? It's Africans signing those licenses. Who's benefiting? Not the African people. There is something fundamentally wrong. And here is an idea that comes from Slovakia. They at some point had levels of corruption that led for them to think, what can we do fundamentally right? And they established a very simple law, and they said, contracts with government can only be enforced in court if they were published at this time they were signed. Full transparency, no hidden clauses anywhere. Any hidden clause, any hidden contract, a side contract, is unenforceable in the courts. That would protect African governments, African societies, from the practices that you find in the extractive sector quite a lot, and that is that corporations come and they deal with the leaders at the time, they sign contracts, and if then the leadership changes, of whether that is as a result of a coup d'etat, as is happening as we speak, or whether that is happening as a consequence of democratic elections, it doesn't matter. The subsequent government cannot undo the contract that was signed, and if they do, they have to pay penalties. You have these global frameworks, they are called investment protection agreements. No, they don't protect the investment, they protect the investors. And they are actually mechanisms for milking the people of the countries that have the resources. Look at those, try to get out of those agreements if you are in them, and make sure that you put in place mechanisms for ensuring that even if there is a leader, a temporary leader, who signs a contract that's bad for the country, you can roll that back later. I think that is one strong recommendation that I would do. Another one is when we talk about commodities, we've spoken about fish, let's talk about chocolate, cocoa, or iron or tin. For every single commodity, there is a commodity market. Very often they are in London, sometimes they are now moving elsewhere. And it's actually there, it's the traders that determine the rules. The terms of trade in historic terms, they are these days defined by market makers, by the very few people who aggregate the supply and the very few people who aggregate the demand. And they're talking and they're establishing the rules. The governments, neither in Africa nor in Europe, actually speak about commodities to one another because this has been delegated to the commodity markets.
And that is something that is not working for the benefit neither of the producers in Africa, not of the consumers anywhere else in Africa or in other countries. So let's have a dialogue about each single one of those commodity markets in order to see how we can unravel them and set them up so that they're a little bit fairer. And the last thing I want to say is we are at a point, an inflection point of history of human civilization. You will have noticed that the trend towards more electoral democracy in the world has been reversed, and we now see an uprising again in autocratic regimes. And what we see as a result is that there is more power politics in play, and that is pushing away the rules-based system. I think the best example to look at is the Democratic Republic of Congo agreeing with the Americans for exclusive access to the resources of the DRC for the Americans in return for military protection of the regime in Congo. That's in essence the deal that they're doing. And that tells you something. It is at the moment. That is a typical example of how commodity trade is taken out of a rules-based trading system and converted, moved into a system of autocratic power play. And I think this is something that one needs to speak about and needs to decide what African countries want, and then collectively help one another put a framework in place that allows them to avoid traps and get redress when countries have been entrapped, and then roll back the contracts as they are. Those are my initial comments, and I hope they help. Thank you, Mr. Kramer. We can applaud him for the words. I will turn to you, Minister Francis. We've seen throughout the precedent intervention that Africa actually possesses the assets, possesses the resources, the minerals, but actually we can also see that the US, Europe, China, etc., are accelerating strategies to secure African cobalt, for example, African lithium, and other strategic resources. In your opinion, how can the different countries in Africa can negotiate as strategic partners throughout diplomacy and throughout economic transaction? Well, thank you very much. In an attempt to answer that question, let me also reflect on some of the comments made by panelists here. Within the African Union framework, there are already established structures on how to engage with multilateral, but also with the emerging tri-Africa framework, whereby you have China, Africa, Italy, Africa, we have Japan, Africa, on and on and on. There are established framework on how to engage with them. But what is emerging also is the African Continental Free Trade Area itself has an established framework and modus operandi, how to engage in intra-regional trade within the continent at regional level, but also at external level, but also engaging with the global multilateral financial institutions. What we see also emerging is a new framework within what is called the G20, world's leading economies, Compact for Africa. One of the key African priorities identified is the fiscal commission, because what we see emerging is that African economies are unfairly treated by the global rating agencies, financial agencies. And often they come up with restrictive financial rating indexes that actually penalizes African economies. So what the African countries are now doing within the African Union framework itself is to take the G20 Compact for Africa to say, let's develop alternative framework that will reflect Africa's needs in terms of financial rating, that's one, but also the payment system. The international payment system, the SWIFT system, etc., undermines and is even used as
a way of controlling Africa. If you do not behave well to America, they will put sanctions and restrictions on the use of SWIFT. I have seen it when I was prime minister and then foreign minister. I know how the system operates. If you say something, I remember I was in Moscow leading delegation on behalf of the president. And I made a very straightforward comment. As an academic myself, I have been very critical in my books that I've written about the global financial system and the global development system. In Moscow, I made this comment that now is the time for African countries to take control of their mineral resources, but also use the framework of mineral wealth guarantee to be able to use that for large-scale infrastructural programs. The next day, I received a call from my president. Why did you say that? You know that you cannot say that in public because you have IMF and World Bank and we are in negotiations. That is how the system operates. But let me just conclude by a couple of points. I very much like your view that when it comes to value addition, it should be more at the regional and continental level. And that's what the African Continental Free Trade Framework is all about. Beneficiation at the regional, ECOWAS, Maghreb Union, SADC, etc., COMESA, ECA, etc. But I actually believe that it can happen only if we do it in terms of large-scale infrastructural projects. But I want to start by saying that we can do it more effectively at country level. Small countries are the best to do so. I gave you the example of Sierra Leone. Sierra Leone is a small country. China invested $3 billion in the ore mining. Why would China invest $3 billion? In 2018, we were at FOCAC, the China-Africa Forum in Beijing, and my president made a call to President Xi Jinping during the meeting with President Xi Jinping, requesting for investment in the oil mining. It took about 8 months for the first $1 billion to be invested. And the subsequent $3 billion was really to transform the mining into steel. China is not doing it because they love Sierra Leone and Sierra Leoneans. It's about China's strategic interests. They want to make sure that they have alternative, secure environments for the production of steel. So the whole investment of $3 billion is to transform Sierra Leone's iron ore mining into steel industry so that Sierra Leone will become the 6th largest is Gabon. I'm sure you know about Gabon and its abundant forest resources. Gabon said to the French government, they want to do value addition. They banned the export of all harvested timber, logs, because that's what they were doing. Gabon was cutting down this forest, shipping it to China, mainly to France. And then the Gabonese government said, no, we cannot continue to just exploit our resources without reinvesting. So they developed a process of in-country value addition, processed timber, that what leaves Gabon must be processed timber shipped to France and China. Obviously, the French president at that time was very unhappy. They did everything to discourage the Gabonese government not to do so. In other words, they were trying to convince Gabon to continue to be simple producers of raw materials, export it to France, and then when they export it to France, they process the timber, they add value, they create wealth, skills, etc., etc. And the Gabonese government said, no, we are not having it. And at that time, when they were exporting just the crude timber, the annual revenue generated from it was about $250 million annually. But with this new policy of doing in-country value addition and processed timber, they were able to generate $1.1 billion annually.
So the question here is, and that's what I want to conclude on, the problem in Africa is leadership. Well, of course, I'm sure you must be thinking, yes, you have been Prime Minister or Chief Minister and Foreign Minister. Why you did not change? My understanding of governance, until you are the principal decision maker who understand the issues and can say no to this contract, yes to this contract because it serves the interest of the people, Africa will not change. So it's about really effective leadership. And this is where I want to go back to the example of Sierra Leone, how leadership can transform. In 2018, we inherited as a government, we inherited a new Chinese project to establish a new international airport worth $400 million. The president asked me as chief minister to review the agreement, and I looked at the agreement, and I realized that it was going to create a huge debt burden obligation on us. Already, our own debt burden, servicing our debt alone, at that time was about 85% of our GDP. 85%. So we have only about 15% to actually put to schools, hospitals, roads, etc. So how can we take on a new Chinese loan that was going to increase the debt burden? So what did I do? I put a team of experts together. And this is where leadership come in. I was doing it not because I wanted anything from it, because I knew it was the right thing to do. If I had gone in as a patrimonial leader who wants rent-seeking, something to come into my pocket, I would not have done the right thing. What did I do? We reviewed it, and we advised the president that we have to terminate this contract. You don't terminate a Chinese contract. You don't do that. Because China is a big player in Africa. You don't terminate a contract that has been approved by the Chinese leadership. But we knew it was the right thing to do. Because all the concessionary loans agreements were really against us in the future. So we said, no, we have to terminate. So we encouraged, the president took the decision, we terminated the contract. But of course, the IMF and World Bank were very happy with us. But then I told the IMF and World Bank, I said, you are the same ones who have increased. You created a debt burden for us, and you are not taking responsibility. But when we do the right thing for China, you are praising us. So what did we do? Leadership. We went and we secured a loan. And in fact, it was a build, operate, and transfer loan, concessionary loan of $240 million to construct a new international airport. It has been done. It was commissioned on the 3rd of January 2023. Leadership, leadership, leadership is what is responsible for the transformation and change in the new Africa that we are talking about. Merci, Monsieur le Ministre. Thank you, Minister. Je vais me tourner vers vous, Madame la Ministre, Madame Moreno. Monsieur le Ministre Francis a continué de nous planter le décor et nous a donné matière à réflexion sur la manière avec laquelle le leadership était quelque chose d'essentiel. On le sait, en Afrique, comme dans les autres pays du Sud global ou de la majorité mondiale, comme l'aiment à l'appeler les chercheurs et experts, un domaine est essentiel. Et si un domaine est bien essentiel, c'est les partenariats entre le secteur public et le secteur privé. C'est la manière avec laquelle on va faire dialoguer le monde institutionnel avec le secteur économique. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement, d'un fonds de capital risque. Selon vous, aujourd'hui, quand on sait le contexte actuel de l'Afrique, et quand on sait le cadre avec lequel l'Afrique est présente aujourd'hui dans le monde du capital investissement et dans le monde du capital risque. On sait que les circuits ne sont pas encore très bien établis et que c'est un secteur d'activité, enfin le venture capital, le private equity, qui a beaucoup de belles choses devant lui, mais encore beaucoup à faire pour construire un réel marché dans le private equity et dans le venture capital pour essayer de faire en sorte de créer un secteur privé fort qui sera aussi à même d'investir et de mitiger les risques pour protéger encore une fois les ressources et les minerais essentiels en Afrique. Selon vous, quelle est votre vision là-dessus?
comment on peut construire ces partenariats entre le secteur public et le secteur privé, et comment on peut faire en sorte de créer un secteur privé fort, durable et résilient au sein du continent pour, encore une fois, être à même de protéger les ressources africaines. Merci beaucoup. Merci pour cette question et je voudrais y répondre en rebondissant sur ce que vient de dire Monsieur le Premier ministre, sur la question de leadership et de gouvernance. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé sur 4 continents. Le continent européen, le continent africain, le continent asiatique et le continent américain. Et s'il y a une chose qui est une vérité imparable et qui existe leaders dans certains pays qui ont le courage de dire et de faire certaines choses, ce courage-là, souvent, ils le payent assez cher. Mais la vérité, c'est que non seulement on subit les règles d'ailleurs, et je vais vous raconter une anecdote, quand je dirigeais le groupe Hewlett-Packard pour le continent africain, l'un de mes défis les plus importants, ça n'était pas le fait de... c'était pas de me battre contre mes concurrents. L'un de mes défis majeurs, c'était d'expliquer aux États-Unis que Europe, Middle East and Africa doesn't mean anything. I don't know who had the idea to put in the same region Europe, Africa and Middle East, because you're talking about 3 different regions with 3 different ways of doing things. Pourquoi j'ai switché en anglais? Parce que ça me rappelle les Américains. Parce que, en vérité, quand vous faites des règles mondiales qui sont écrites plus de 50% du temps par les États-Unis et que vous devez les appliquer de la même manière en Europe, au Moyen-Orient, continent africain à coup de chausse-pied. Ça ne marche pas. Parce que nous ne sommes pas sur les mêmes modes de fonctionnement, parce que nous ne sommes pas sur les mêmes besoins et parce que nous ne sommes pas sur le même niveau de développement. Pourquoi est-ce que Ring Capital a décidé de s'intéresser aux startups qui démarrent? Eh bien parce que, comme en Europe et dans beaucoup de pays d'Europe, on parle des grandes multinationales, mais savez-vous que ceux qui créent le plus d'emplois et donc qui créent le plus de valeur, ce sont les petites et moyennes entreprises. Eh bien, c'est pareil sur le continent africain. Toutes ces personnes que vous voyez créer de la valeur en créant des emplois, 1 emploi, 2 emplois, 3 emplois, 10, 15, 20, ce sont ceux qui nourrissent leur famille, ce sont ceux qui nourrissent leur village et ce sont ceux qui nourrissent leur communauté. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ni les banques, ni la Banque mondiale, ni n'importe lesquelles, vous prenez les grandes institutions, vous prenez les très grandes banques, ça leur coûte quasiment autant d'argent de soutenir ces toutes petites structures que ça leur coûte de l'argent de soutenir les grandes structures. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes une grande banque? Vous allez aller là où vous pensez avoir le plus d'impact. Sauf qu'aujourd'hui, le gros impact, il n'est pas forcément dans les multinationales, il est aussi dans les petites structures qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur. Et quand on a construit, quand Ring Capital, c'est un fonds d'investissement qui existe depuis plus de 8 ans, 470 millions d'euros d'actifs, et les fondateurs Nicolas Sellier et Geoffroy Bragadir ont décidé il y a 8 ans d'investir sur les femmes et les hommes qui travaillent sur les questions de transition énergétique, de transition écologique, toutes les questions vitales finalement de l'humanité, que sont la santé, que sont l'éducation, que sont les traitements d'eau, que sont les traitements de déchets, tous ces sujets qui sont absolument capitaux pour notre avenir commun, mais sur lesquels si peu de gens investissent aujourd'hui. Alors vous avez plein de gens richissimes qui sont prêts à investir sur des sociétés qui créent des émoticônes qui font triste, heureux, pas content,
plein. Vous avez plein de personnes qui ont des capitaux, qui sont prêts à investir sur des entreprises qui créent des sabres laser. Et quand vous leur dites, nous, on investit sur des sujets qui ont un impact essentiel sur des vies humaines, il n'y a plus personne. Mais vraiment plus personne. Et alors la vraie question qu'il faut se poser, parce que quand même c'est intéressant de voir que il n'y a que 2% de capitaux privés mondiaux qui arrivent font de la croissance sur la planète. Les 11 premiers, prenez 100%, eh bien, il y en a au moins 11 qui sont sur le continent. La moyenne de croissance en Occident aujourd'hui, elle tourne autour de 2%. En Afrique, vous avez des pays qui sont à plus de 4%. C'est mathématique, c'est là où il y a le plus de croissance. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre un moment pourquoi ce continent qui a la plus forte croissance, qui a la plus forte démographie, qui a le plus fort besoin en infrastructure de tous les sujets que vous voulez, pourquoi on investit si peu sur ce continent si ce n'est pas une question de préjugés, si ce n'est pas une question de biais et si ce n'est pas une question de stéréotypes. Alors on a deux possibilités quand on est confronté à cette situation. Soit on décide, avec 54 pays quand même, on a les moyens de construire des solutions qui peuvent répondre à nos propres enjeux. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas d'argent sur le continent africain. Moi, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vu des voitures en Afrique du Sud que je n'ai pas vues en Europe. On a des millionnaires en Afrique. On a même des milliardaires. Pourquoi est-ce qu'on attend systématiquement que les solutions soient écrites ailleurs et qu'on essaye de les faire rentrer au chausse-pied sur notre continent? Pourquoi est-ce que les Africains... Moi, j'étais convaincue quand on a créé Ring Africa, mon souhait le plus fort, c'était que ce fonds d'investissement soit à 50% porté par des Africains et à 50% par des investisseurs internationaux. Alors je suis allée voir les gens qui ont le plus d'argent. Les artistes, pensez à notre diaspora. On a des membres africains dans la diaspora qui gagnent aujourd'hui des sommes colossales. Quand vous avez 25 ans et que vous gagnez 600 000 € par mois, on peut partir du principe que vous avez un peu d'argent. Donc je suis allée voir les sportifs, je suis allée voir les artistes, je suis allée voir les entrepreneurs africains qui ont gagné beaucoup d'argent et je leur explique ce contexte, cette idée d'investir sur des solutions qui sont capitales pour le développement du continent. L'éducation de notre jeunesse. Occidentaux ont sur le continent africain. Comment on va faire pour s'en sortir? Parce qu'on peut regarder le sujet de toutes les manières possibles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2% de fonds privés qui viennent sur le continent qui a le plus fort potentiel de croissance. Et quand je vous parle de ces 2%, il y a une autre injustice dans la répartition, c'est que ces 2%, sur ces 2%, à peu près 80%, si ce n'est plus, vont dans 4 pays. Égypte, Nigeria, Afrique du Sud et Kenya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste à peu près 15% pour 50 pays. Et là encore, on parle du continent qui a le plus fort potentiel en termes de croissance. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans. C'est quoi le principe d'un entrepreneur ou d'un investisseur? C'est d'aller là où il y a du potentiel de croissance, du potentiel de gagner de l'argent, etc., etc. Alors pourquoi on ne vient pas en Afrique?
pourquoi on pense à l'Asie, pourquoi on pense à l'Europe, pourquoi on pense aux États-Unis et on ne pense pas à l'Afrique. Et après, on vient nous expliquer qu'il y a de la corruption. Dans quel pays de la planète où il y a un être humain, il n'y a pas de corruption? Dites-moi. Donnez-moi un seul exemple. Et je rappelle au passage que s'il y a de la corruption, c'est qu'il y a des corrupteurs. Pourquoi on fustige toujours cette corruption et cette instabilité? On me parle d'instabilité, parce que ça fait partie des arguments qu'on emploie pour ne pas investir en Afrique. Il y a de l'instabilité, il y a de la corruption. Dans quel pays au monde aujourd'hui il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de corruption? Alors après, s'il y a des investisseurs dans la salle, vous allez vous dire, ben oui, mais quand on investit aux États-Unis, on gagne davantage d'argent qu'on en gagne sur le continent africain. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le retour sur investissement est peut-être un peu plus faible, mais parce que nous sommes au début d'une histoire qu'on est en train de construire. Et aux États-Unis ou en Europe, au début, c'était aussi un peu moins sexy d'investir parce que c'était le début, parce qu'on construisait l'histoire. Donc, pour terminer, si on ne crée pas des partenariats entre les gouvernements, parce que moi j'aime, c'est ce que vous disiez, Monsieur le Premier ministre, la gouvernance. Capital, ce que nous faisons, c'est basique. On investit l'argent que les investisseurs nous confient. Donc ils nous font confiance pour investir au bon endroit et sur des sujets qui vont leur faire gagner de l'argent. Et investir au bon endroit, c'est investir dans des pays qui ont des cadres réglementaires qui font que si vous me confiez 1 million, vous êtes sûr que vous allez récupérer 1 million, voire un peu plus. Mais aujourd'hui, dans très peu de pays d'Afrique, on a ce cadre réglementaire qui favorise ce genre d'investissement à peu près sécure. On sait bien que quand on investit, il n'y a pas d'assurance à 100% que vous gagnez. Mais s'il y a au moins de l'assurance à 80% et que vous êtes un Africain, vous vous dites, je sais que si je mets mon argent en Sierra Leone ou au Maroc ou au Nigeria, je sais que je vais récupérer cet argent. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas encore une bonne garantie. Et je peux vous dire que la raison pour laquelle il y a plus de corruption sur le continent africain, comme on le pense, que dans d'autres pays en Europe, j'ai été au gouvernement. J'ai dirigé des multinationales. Je sais ce que c'est que la corruption. Je l'ai vue de près. Je peux vous garantir qu'elle est partout. La seule différence entre le Nord et le Sud, c'est que le Nord a établi des règles claires et transparentes qui font que vous savez ce que c'est que la corruption, comment elle s'exécute et comment vous pouvez combattre cette corruption et comment vous pouvez vous en protéger. Si les règles sont claires, si les structures et les cadres sont clairs, si les gouvernements participent au développement des écosystèmes entrepreneuriaux de leur pays, s'ils sont prêts à prendre avec les investisseurs les mêmes risques que les investisseurs eux-mêmes prennent, s'ils sont prêts à les protéger des risques trop aléatoires, s'il y a davantage de stabilité politique, et je vous parle en venant de la France, où en termes d'instabilité politique, on ne peut pas faire pire en ce moment. C'est vrai. Mais à côté de cette instabilité, vous avez des règles, vous avez des lois, vous êtes dans un état de droit. Et donc vous savez que vous pouvez utiliser la loi et les règles pour pouvoir vous défendre si jamais vous êtes attaqué. Et tous ces sujets-là sont des sujets qui doivent encore être travaillés sur notre continent. Personne, absolument personne, ne racontera mieux notre histoire que nous-mêmes. Et le problème, c'est que notre propre et la colonisation.
Et tant qu'on laissera aux chasseurs la possibilité de raconter l'histoire de la partie de chasse, eh bien, elle nous échappera. Eh bien, tout ça, connecté, la manière dont on parle de l'Afrique, la manière dont on raconte le potentiel de l'Afrique, la manière dont on explique l'Afrique d'aujourd'hui et pas l'Afrique d'il y a 50 ans, la manière dont on sécurise les investissements en Afrique et la manière dont on donne de la confiance à notre jeunesse en Afrique pour qu'elle n'ait pas cette tentation de risquer sa vie, de monter sur des radeaux de misère pour traverser la Méditerranée et aller travailler à l'extérieur alors qu'elle sait qu'à l'extérieur, on ne veut pas d'elle. Même nous qui faisons partie de la diaspora, on sent qu'on est de moins en moins bienvenus dans un continent sur lequel certains d'entre nous sommes nés, certains d'entre nous avons grandi, nous avons participé à créer de la valeur, mais on sait qu'on n'est pas les bienvenus. Donc notre jeunesse, notre diaspora, elle n'est pas naïve, elle le sait tout ça. Mais plutôt que d'investir sur le continent, elle préfère investir ailleurs parce qu'elle ne se sent pas sécurisée. Et le venture capital, le private equity, tous les investissements que nous pouvons faire où il sait qu'il risque de perdre sa chemise. Et c'est ça le vrai enjeu de demain. Les partenariats publics-privés, ça veut dire que l'État prend sa part et que le privé prend sa part et qu'on crée un cadre commun où on sait qu'il y a des relations gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Alors mon rêve, c'est qu'on puisse écrire les futures règles. Et vous savez pourquoi ça peut marcher? Parce que toutes les ressources naturelles dont on a besoin, manganèse, lithium, tout ce dont on a besoin pour la transition énergétique et pour la transition numérique est sur ce continent. Donc s'il y a un moment où on peut participer à réécrire les règles, eh ben, c'est ce moment de chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci Madame la Ministre pour ces mots inspirants qui me rappellent, encore une fois je suis obligé de le paraphraser, le grand chinois Achebe qui disait de son temps tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours les chasseurs. Just to finish with you, Mr. Kramer, we are running out of time, but I still have 1 or 2 minutes for you in order to give us the words of the conclusion. So the floor is yours. Madame, j'ai bien préféré de vous écouter que de parler moi-même. And I mean it. That was a truly encouraging, empowering discourse that you presented, and the way in which you framed the narratives is really helpful. And the way you contradicted our previous conversation about the nature of corruption and the good and the bad of it, I will only say one thing. I learned from watching the film Schindler's List that in a totalitarian society, corruption is the crack in the system that lets the light come in. So I'll leave you with that. Thank you. Merci beaucoup à nos panélistes. On peut, je pense, encore les applaudir très chaleureusement parce qu'on a des clés de compréhension qui sont quand même à garder bien confortablement. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve très vite pour d'autres moments ensemble. On va juste prendre la photo, souvenir, avant de se quitter. Merci encore à vous pour votre attention.